De la Russie se nourrit de multiples raisons géostratégiques, géoéconomiques, géoénergétiques et aussi idéologiques. Je reviens toujours à ces idées qui gouvernent les hommes et le monde. Regardons la liste des griefs que l'Union européenne formule à l'encontre de la Russie. Vous allez être édifiés, hein, c'est clair. Vous saurez tout là quand je vais vous dire ça. Bruxelles considère d'abord, c'est des citations, hein, sont des citations non pas des lignes directrices émanant de la Commission européenne. Hein. Bruxelles considère d'abord que la Russie menace la sécurité européenne. Bon, première nouvelle. Bruxelles se félicite que l'OTAN soit aux côtés de l'Ukraine face à l'influence déstabilisatrice de la Russie. C'est grave. Je vais redire pourquoi, parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'article 5. Hein. Demande qu'il soit mis fin à l'annexion illégale de la Crimée, l'annexion illégale. Il y a eu un vote, le peuple souverain s'est prononcé à une majorité écrasante. On croyait que les peuples, depuis De Gaulle, avaient le droit à l'autodétermination. Hein, mais j'ai dû me tromper. Exige le retrait complet et inconditionnel des troupes, groupes armés légaux, équipements militaires et mercenaires russes du territoire de l'Ukraine, internationalement reconnus, parce que bien entendu, il n'y a pas de mercenaires d'académie. Académie, c'est ce qui est devenu Blackwater. Vous savez, qui s'est fait étrier, qu'il y a eu des problèmes en Irak, ils ont été un peu expulsés. Donc Académie, on sait qu'il y a des forces spéciales américaines, mais il y a aussi Académie, qui sont de vrais mercenaires, ce sont des armées privées. Je ne vous dis pas ces choses-là, encore une fois, c'est pas du jus de crâne. Hein. Donc, de l'Ukraine internationalement reconnue, y compris de la Crimée, soutient les mesures restrictives que l'Union a adoptées à l'encontre de la Russie cet été, suite à l'agression continue de la Russie. Donc, c'est les mesures de rétorsion, ce sont les sanctions. Envisage l'exclusion de la Russie de la coopération nucléaire civile et du système SWIFT, c'est un système interbancaire, hein. Mais la Russie a déjà pris ses dispositions pour créer ses propres systèmes interbancaires, notamment avec un certain nombre de pays d'Asie, se félicite en vain de la décision du gouvernement français de suspendre la livraison des porte-hélicoptères de type Mistral. Il y en a 4 hein, au total, mais un qui devait être livré en octobre, l'autre qui devait être livré en début d'année prochaine, ce qui aura, vous l'avez compris, ce qui aura pour effet de détruire et pour longtemps notre crédibilité commerciale à l'international. Bon, notons cependant, il y a un fait qui n'est pas un fait nouveau, mais qui est un fait structurel. Le général Hiver approche, et le général Hiver dispose de beaucoup de divisions. Pour Kiev, la guerre du Donbass devait être gagnée avant l'automne. Comme vous le savez, pour ceux qui se souviennent du Vietnam, il y avait les offensives de printemps, hein, puis à la saison des pluies, tout se gelait, si je puis dire. Devait être gagnée avant l'automne. Avec l'arrivée des frimas, la fenêtre d'action se referme pour de longs mois. Aussi, la Russie et l'Ukraine négocient-elles actuellement un accord qui rétablirait les livraisons de gaz qui rétablirait au conditionnel les livraisons de gaz russes interrompues depuis juin et l'éclatement du conflit armé dans l'Est ukrainien. Livraisons dont dépend l'Union européenne, surtout l'Europe orientale et l'Allemagne, en particulier, donc je l'ai écrit, l'Europe orientale. Accord qui prévoit que la dette de l'Ukraine à Gazprom, la maison mère russe, laquelle dette qui se monte à 2,4 milliards d'euros, serait au préalable acquittée. Alors nous en sommes loin. Donc en vérité, l'épée de Damoclès d'une coupure des approvisionnements à destination de l'Union européenne est toujours suspendue au-dessus de nos têtes, ce qui laisse présager que l'hiver à venir pourrait être en effet de ce seul point de vue s'avérer tumultueux. Je ne parle pas de l'effondrement économique du pays, dont il est de question depuis de nombreux mois, mais qui n'a jamais été aussi proche, certainement. Alors, j'en termine, prêt. Ah, mais non, page 2 de 7, c'est pas bien, ça, non, je suis pas... Ah non, 5 de 7. Vous voyez, nous sommes au bout. Pardon et merci de m'avoir laissé abuser de votre patience. Guerre locale, guerre globale. Il s'agit en fait de l'Ukraine au Levant, ce que j'appelle le Levant, Syrie, Liban, sans oublier la Palestine en toile de fond, via l'Irak, l'Irak c'est la Mésopotamie, d'un véritable continuum de crise.
Il y a une continuité. Il y a une unité, un continuum. Une seule et même guerre sur 3 ou 4 fronts, mais dont les enjeux et les objectifs sont liés, voire identiques. Alors j'ai fait une toute petite liste de 3, hein, c'est peu de choses. Premier objectif, premier enjeu, contrer la montée en puissance. Je n'ai pas dit qu'il fallait casser les reins de la Russie, mais il faut contrer, limiter la montée en puissance de la Russie dans le monde, et pour cela, entre autres, réduire son influence, entre autres, sur la scène proche-orientale, ou carrément l'en éliminer. Contrôler, deuxième point, contrôler les ressources en énergie fossile, notamment les gisements kurdes, syriens, il y a beaucoup de gaz et il y a sans doute aussi beaucoup de pétrole en Syrie, ceux de la mer Égée, du Golfe, alors je dois me tromper géographiquement, c'est le Golfe d'Égypte ou le Golfe du Sinaï, hein, c'est ce qui est devant Gaza. Bon, j'ai écrit le Golfe du Sinaï, tout le monde comprendra, il y a une énorme poche de gaz qui est devant Gaza. Pourquoi ce serait bien si les Gazaouis pouvaient repartir dans le Sinaï, ce serait formidable. Qui s'appelle le Léviathan, hein, qui court tout le long de la côte et qui se retrouve aussi le long de la côte syrienne. Et puis dans la mer Égée, Israël, État hébreu, a déjà prévu l'implantation de 10 à 20 000 soldats, c'est pas rien, de Tsahal, à Chypre, parce qu'il va y avoir un partenariat. Oui, personne ne vous dit ça, c'est pas à TF1 qu'on va vous le dire. Un partenariat sur l'exploitation des poches de gaz, qui sont des poches de gaz offshore. Mais ça doit présenter encore certaines difficultés d'ordre technique. Contrôler les ressources en énergie fossile, gisements kurdes, syriens de la mer Égée et du golfe du Sinaï, et leurs couloirs, surtout les couloirs d'acheminement, notamment ceux partant du Kurdistan en direction de la Méditerranée d'Israël, avec pour terminaux Tripoli. C'est Tripoli au Liban, hein, c'est pas Tripoli en Libye, et Haïfa. Ces oléoducs existent déjà, ils ont été en fonction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'agit simplement de les réhabiliter, mais le tracé des cartes d'acheminement des hydrocarbures existe. Hein, bon. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on m'avait demandé conseil justement sur la réhabilitation de l'oléoduc, je crois, de Kirkouk à Tripoli. Bon, troisième et dernier point, il s'agit de contenir, ce que les Américains appellent endiguement, containment, contenir l'espace eurasiatique, Russie et Chine, suivant la géopolitique, alors que je qualifie de désuète, parce qu'elle l'est en fait, si on regarde bien, il faut en inventer une autre aujourd'hui, désuète de l'anglais Mackinder, qui pensait qu'il y avait un Earthland, hein, l'espace continental central, et qu'il fallait, par la suite on a ajouté le concept de Rimland, une ceinture, et on voit justement l'empire ou l'entité euro-américaine, surtout les Américains, s'installer sur ce fameux Rimland qui ceinture l'espace continental. Et l'Afghanistan jouait dans cette cartographie géostratégique une place importante, puisque l'Afghanistan était considéré comme le pivot, le toit du monde et le pivot. Le toit du monde n'étant pas le Tibet, mais l'Afghanistan, pivot de tout ce dispositif continental et géostratégique. La Chine, voilà. Géopolitique désuète de l'anglais Mackinder, suivi par le conseiller occulte du président, je dis occulte parce qu'il est derrière le rideau, behind the curtain, du président Obama, Zbigniew Brzezinski, qui est non pas l'ennemi déclaré de Kissinger, mais qui a une vision. Il a écrit un très grand livre qui s'appelle The Great Chessboard, des pions sur l'échiquier, première édition 97, deuxième 2002. C'est long, ardu, mais enfin bon, on a une vision on a une vision synthétique des velléités d'hégémonie mondiale des États-Unis. L'Europe est en peanuts là-dedans, c'est-à-dire totalement quantité négligeable. La Chine constituant le défi ultime à relever pour l'empire nord-américain. C'est la Chine le véritable grand ennemi, hein, tout le monde l'a compris. Et pour ce faire, étendre le glacis euro-américain sur les frontières sud de la Fédération de Russie, des rives occidentales de la mer Noire, la Moldavie, la Transnistrie, l'Ukraine, à l'Asie centrale, l'Afghanistan, via le Caucase, et puis au-delà le Pakistan, via le Caucase, Géorgie, Azerbaïdjan. Voilà. Nous en terminons, pour ne pas conclure, voilà. En un mot, la Russie poutinienne rétive au nouvel ordre mondial, ça c'est une notion importante, elle est rétive au nouvel ordre mondial, c'est ce que j'écris dans l'Iran, la destruction nécessaire, en disant que l'objectif ultime des États-Unis, c'est pas de détruire l'Iran physiquement à coup de bombe nucléaire, mais c'est de réintégrer l'OTAN, comme on a pas le temps de réintégrer l'Iran, comme M. Sarkozy a rejoint le commandement intégré de l'OTAN, de réintégrer dans le nouvel ordre mondial. Ce que M. Rouhani s'efforcerait de faire, puisqu'il a passé des contrats gaziers assez importants, apparemment, qui ne sont pas entièrement conclus avec les États-Unis. Il se passe beaucoup de choses hein, sous la table.
Rétive, donc l'ordre mondial est une sorte de la mondialisation, l'unification universelle du marché, sont ce qu'on appelle la globalisation, sont des processus et l'Iran doit être normalisé et réintégré à l'intérieur de ce processus. Ne nous leurrons pas, la pression en Russie s'exerce aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Monsieur Poutine doit faire face à des oppositions occidentalistes et libérales extrêmement puissantes, très fortes, très bien équipées. Partout, les forces occidentalistes, matérielles et morales. Je viens toujours, ça c'est l'originalité de mon propos, de dire qu'il n'y a pas que des forces matérielles, il n'y a pas que des pots de vin, il n'y a pas que des valises de dollars, il n'y a pas que des missiles brandis, mais il y a aussi le lent et le formidable travail des idées. Je pourrais vous donner un exemple tout à l'heure qui est assez amusant, qui est lié à Téhéran, à l'Australie et à la Russie. La marge de manœuvre du président Poutine n'est finalement pas considérablement extensive, d'autant que les effets des sanctions sur l'économie, je dis ça pour vous, commencent à se faire sentir dans la vie de tous les jours, par exemple sur les prix des denrées de base. Les Russes commencent à souffrir. Poutine les a prévenus. Je crois qu'en 35 ans de carrière politique, il vient de prendre un jour de congé, le jour de son 62e anniversaire. Mais à côté de ça, c'est un monstre. Oui, c'est un homme, hein, c'est un homme. Bon, mais je crois que c'est aussi un patriote. Pour ne pas conclure, même si l'escalade est encore à ce jour purement verbale, parlons de ces affrontements, hein, on parle de guerre, nous ne pouvons ni nous devons ignorer qu'en tout état de cause, oui, l'OTAN se prépare à intervenir, même si, in fine, il ne se passe pour l'instant rien. Les puissances se font face et se défient. À ce titre, volins-nolins, nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide qui oppose deux blocs, voire une véritable guerre tiède. D'un côté, donc ça c'est ma conclusion, le bloc eurasiatique, Russie-Chine, constitué en organisation de défense collective par le truchement de l'organisation du groupe de Shanghai, qui commence à faire pièce à l'OTAN, qui désormais fait pièce à l'OTAN, et j'écris, et auquel se trouvent associés les BRICS. BRICS, c'est Brésil, Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà. Vous voyez, je bafouille un peu. Mais mon jeune ami m'a empêché de boire du rosé. De l'autre côté, le bloc euro-atlantique qui comprend en outre tous les pays de l'Europe, évidemment, le Japon et potentiellement les pays anglo-saxons du bassin Indo-Pacifique, Australie et Nouvelle-Zélande. On voit que l'Australie est partie prenante de la coalition contre l'État islamique, dont la finalité ultime est certainement de faire tomber le régime de Bachar el-Assad et pas du tout de casser les reins à ces islamistes qui nous emmerdent. La veille du sommet de l'OTAN, Barack Obama s'était rendu à Tallinn, capitale de l'Estonie, où vit une importante minorité russe. Là, le président américain a réaffirmé que l'Estonie ne sera jamais seule. Ce ne sont pas des propos anodins, ce sont des propos diplomatiques très forts, en vertu notamment du fameux article 5 auquel j'ai déjà fait référence de l'Alliance Atlantique, au terme duquel les États membres doivent automatiquement se porter mutuellement secours en cas d'agression. Si la Turquie dérape et entre en territoire syrien, que l'armée syrienne gouvernementale réagit, c'est tout l'OTAN qui va se précipiter contre le régime de Damas. Vous voyez comment ça marche, hein, parce que la Turquie, c'est le pilier oriental de l'OTAN. L'Alliance Atlantique, par la bouche de son secrétaire général d'alors, depuis il a été changé, Anders Fogh Rasmussen, estimait début septembre, donc au moment du fameux sommet irlandais, que la Russie avait déployé plus de 1000 hommes. Réfléchissez, qu'est-ce que 1000 hommes? Qu'est-ce que 1000 hommes? Non, mais c'est gravissime, mais 1000 hommes, en territoire ukrainien. 1000 hommes en territoire. C'est pourquoi l'OTAN avait concocté Readiness Action Plan, c'est-à-dire un plan d'intervention immédiate, afin de déployer en quelques jours plusieurs milliers de personnels des armées de l'air, de terre, de la marine, appuyés par des forces spéciales. Il s'agit d'être... ils vont le faire, ils le font, ils le préparent. Il s'agit d'être plus visible, ce qui ne veut pas dire que ça va déraper finalement. Mais ça veut dire que les tensions se durcissent. Je termine, il s'agit d'être plus visible, avait-il dit, et de frapper fort si nécessaire. Alors, en termes militaires, on appelle ça aussi des gesticulations. D'accord, des gesticulations, mais enfin bon, les mots ont un sens. Si on dit qu'on va vous frapper, il ne faut pas s'étonner si l'autre frappe d'abord. Hein, ça peut arriver. Des manœuvres de l'OTAN avaient d'ailleurs eu lieu en juin dans les pays baltes et en Pologne, avant des démonstrations de force de septembre en territoire ukrainien même.
Alors, Monsieur Cameron, je termine là-dessus, nous avait dit, nous courons le risque de répéter les erreurs commises à Munich en 1938. Nous avons commencé j'ai commencé mon intervention en évoquant les Sudètes. Monsieur Cameron le fait aussi. Contre la passivité des Français, des Anglais aussi, et des Britanniques, c'est vrai. Face à l'Allemagne nazie, avait conduit à la Seconde Guerre mondiale. Non, je pense qu'à Munich, on pouvait éviter la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs on l'a fait, puisqu'on a reconnu la souveraineté des Allemands, du Reich allemand, sur les Sudètes. Mais après, il y a eu l'histoire de Pologne, bien sûr. Et M. Staline qui est intervenu dans la danse. Donc c'est M. Cameron qui a dit cela. Maintenant, il restera à évaluer les conséquences à terme de ces politiques que je qualifie de courte vue, qui, en barrant le chemin, ça c'est très important, de l'Europe à la Russie, la rejettent dans le camp asiatique. La Russie pouvait être européenne. En 1991, la Russie démantèle le pacte de Varsovie, qui faisait le pendant, qui faisait pièce à l'OTAN. L'OTAN ne se dissout pas. Voilà, c'est comme ça. La Russie n'a eu de cesse à de multiples reprises de demander d'être un État comme les autres, d'entrer en Europe, d'avoir des partenariats renforcés, privilégiés, que sais-je. Les réponses ont toujours été dilatoires ou même carrément négatives. Bon, 1991, qui coïncide, vous le savez, non pas avec la chute du mur de Berlin, parce que c'était un an avant, mais avec la chute de l'Empire soviétique, et le dévoilement, se dévoile à Washington, une ambition, là aussi que je qualifie de mégalomaniaque, celle d'un monde unipolaire, comme accomplissement de l'hégémonie planétaire, là c'est très méchant ce que je dis, de la cité de Londres, et à New York, de l'île de Manhattan, puisque c'est la finance qui aujourd'hui dirige notre planète. De Gaulle disait déjà, la politique se fait à la corbeille de la bourse, mais je crois qu'aujourd'hui, il est difficile d'échapper à ce type de vérité. Je vous remercie infiniment. Oui, c'est le moment des questions. Là, toutes les questions seront permises. Je vais circuler auprès de vous et vous n'hésitez pas. Là, si vous avez quelque chose, une question à poser à M. Bernochet. Vous me pardonnez parce que j'ai peut-être été... Non, bien pas. Non, c'était très bien. Voilà. D'accord. Alors vous agitez les bras là, et je viens avec le micro et vous pouvez poser toutes les questions. Alors d'abord, je voudrais infiniment vous remercier pour cette conférence très intéressante et pas longue du tout. Et je voulais vous poser une question, une double question en fait. Déjà, on entend peu parler, donc, comme vous êtes journaliste et pas dans le politiquement correct, ce que j'apprécie beaucoup, on entend peu parler des conséquences de l'embargo russe sur les produits européens, qui je pense n'a pas fait que du bien dans les pays baltes, la Pologne, etc. Mais on entend très peu parler dans les médias, donc je voulais savoir si vous avez des informations sur les conséquences dans l'économie européenne, et si ça a apporté son effet. C'est connu, hein. Et bon, on n'entend pas beaucoup parler. Oui, mais c'est normal, c'est le rôle des médias. Sur les médias russes, c'est le rôle des médias de vous divertir, c'est-à-dire de vous parler de toute autre chose que de la réalité. Sur les médias russes, on entend beaucoup parler, mais je voulais savoir vous en tant que... Alors, je réponds déjà à votre première question. La Pologne, la Hongrie, l'Espagne, la France souffrent parce que tous les produits agricoles. Alors, les Russes ont été malins, ils nous ont dit il y a des pesticides, ils ne correspondent pas aux normes, mais c'est vrai en plus. Donc les produits n'arrivent plus. Sauf qu'actuellement, il y en a qui reviennent par la bande. On a trouvé un drain, vous savez, dans les tumeurs, on met des drains, et beaucoup de produits passent notamment par Israël et arrivent en Russie. Mais c'est vrai que l'agriculture française a beaucoup, française, européenne, je dis espagnole, ils exportaient leurs fruits, leurs légumes. Ça a l'air de rien. Ça ne joue que marginalement sur quelques milliards, mais les producteurs sont des gens sensibles et fragiles. Voilà. Donc ça a eu un impact. C'était une réponse parfaitement intelligente, calculée, et qui a fait très mal. Alors, maintenant, je viens à ma deuxième question. Est-ce que le président Poutine a encore des ressources pour des sanctions, parce que là je regardais les infos, là il y a la Norvège qui amène un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, je regarde les infos là sur les médias russes, donc ça n'arrête pas, il y a Obama s'excite alors que Poutine fait tout pour sauver la paix, c'est incompréhensible, et je voudrais savoir si le président Poutine a encore des ressources de sanctions possibles, dissuasives,
pour l'Union européenne et bien sûr pour les Américains. Oui, il y en a beaucoup. Alors je ne vais pas vous lister d'ailleurs parce que, en toute honnêteté, je ne les ai pas vraiment en tête, mais il y a des sanctions, notamment, il y a des accords avec la Chine et avec un certain nombre de BRICS pour mettre en place des sanctions qui vont faire très mal, notamment au dollar, au système. Ils vont mettre en place leur propre système de carte de crédit. Alors si, il y en a une, je l'ai écrit, j'ai même écrit un article dessus, on en parle peu, même pas du tout, c'est ils veulent faire interdire le survol de leur territoire à des vols charters. Donc ce ne sont pas les grandes lignes, on ne va pas pénaliser les grandes lignes, on se mettrait tout le monde à dos. Donc pas les vols de passagers, mais des avions qui sont loués dans certaines circonstances. Et là, que ce soit pour le transport de marchandises ou des vols charters pour le transport de personnes, ça va complètement désorganisé. C'est tous les trucs low cost aussi. Ils ont trouvé le petit créneau qui fait mal. Hein, le petit passage entre deux éléments de l'armure. Hein, ils enfoncent le couteau dedans. Alors ils n'ont pas mis déjà aujourd'hui sur les lignes low cost. Je l'ai chiffré. J'ai un de mes articles qui a été paru dans Boulevard Voltaire. Vous regardez Boulevard Voltaire, sanctions, Vernochet. Et ce sont des chiffres qui datent déjà, je pense, d'avant l'été. Ce type de mesure de rétorsion va coûter plusieurs milliards d'euros à la Lufthansa, peut-être 1, 2 ou 3. Air France aussi va morfler, comme si Air France pouvait se le permettre à l'heure actuelle. Même la Lufthansa. De toute façon, vous savez, on parlait de l'économie allemande comme de la réussite, le miracle. Ça y est, ils sont quasiment en récession. Ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Et ça va mal dans toute l'Europe. Alors si ça se détrame de ce côté-là, ça risque d'aller très vite. Bon, ce qui veut dire aussi que ça accroît les risques de guerre. Parce qu'on sait très bien que pour les gouvernements, l'issue, l'espace de fuite, c'est toujours éventuellement dans la guerre. Regardez, nous Français, on n'a pas armes, on n'a pas d'hommes, on n'a pas de matériel, on va aller sans doute faire la guerre au sol en Irak, sans doute. J'ai pas dit qu'on allait sûrement, mais sans doute, parce que de toute façon, on ne peut pas faire la guerre avec des frappes aériennes, tout le monde le dit, même le chef d'état-major américain qui s'était fait réprimander par son président. Encore une dernière chose, je vous promets que je ne monopolise plus la parole. Une dernière chose, parce que je suis beaucoup les actualités russes, depuis une quinzaine de jours, un peu plus longtemps, mais là précisément depuis une quinzaine de jours, il y a une baisse du rouble. Oui, on arrive à 50, à presque 51. La guerre financière est la guerre la plus dure. C'est comme ça que les occidentalistes ont fait tomber, alors pardonnez-moi, ne me prêtez pas des intentions et des idées que je n'ai pas, ont fait tomber l'Afrique du Sud. Le rand ne valait plus rien. L'économie était florissante, mais le rand ne valait plus rien. Donc un beau jour, l'Afrique du Sud s'est couchée. Est-ce que vous pensez que c'est... Indépendamment de son régime, etc. Je parle techniquement parlant. Comment vous envisagez l'avenir au niveau monétaire pour le rouble? Alors, la Russie avait des réserves importantes, puis surtout, elle a une économie basée sur le pétrole. Le pétrole baisse, justement. Alors, oui, il baisse. Ben, il va remonter. Non, mais c'est un bras de fer. C'est un bras de fer. Le premier qui faiblit perd. Alors, c'est celui qui tient le plus longtemps aussi. Vous savez, on est dans ce qu'on appelle en mathématiques, je dis ça, il y a un scientifique par là, il y en a un ici, la théorie des jeux. Hein, la théorie des jeux, c'était illustré par un film qui s'appelait La Fureur de vivre. Il y a deux bagnoles qui courent vers l'abîme, et celui qui a perdu, c'est celui qui saute le premier de sa bagnole. Ça s'appelle la théorie des jeux. Et bien là, nous sommes dans un cas de théorie des jeux, voilà. Donc en fait, les États-Unis investissent fortement pour faire baisser le pétrole, pour remettre en difficulté le rouble. Et l'Amérique se porte vachement mal aussi. Pardonnez-moi ce terme familier, vachement. Je suis content, c'est rassurant ce que vous dites. Bah, c'est rassurant, oui et non. Oui et non. Oui, pour le rouble, c'est-à-dire que je dis par là, et pour conclure, ou pour ne pas conclure, les Russes ont quand même des atouts dans leur jeu. Hein. Et surtout, ils ont ce que nous n'avons pas, ils ont une volonté, une détermination. Ils ont pour l'instant un chef, alors il vaut ce qu'il vaut, il a aussi ses indécisions, le président Poutine, mais il tient ferme. Hein, tous les jours à la télévision, on l'accable d'insultes parce qu'il n'a pas voulu, il a fait une loi contre la publicité en faveur de l'homosexualité et de la pédophilie. Alors sur les plateaux de télévision, ça me paraît extraordinaire parce que tout le monde trouve que c'est absolument honteux. Et il n'y a pas une voix, un doigt qui se lève en disant mais alors, puisque vous êtes contre cette loi, c'est que vous êtes pour la pédophilie. Enfin,
on a l'impression. Mais ça passe comme une lettre à la poste sur nos écrans télévisuels. Je ne vous dis pas de fermer vos télévisions, mais enfin bon, c'est quand même, ça devient dramatique. Oui. Bah écoutez, intervenez auprès de Jean-Claude Massier. Moi je trouve que là, je me sens bien ici, hein, j'ai été bien accueilli. Puis il y a quelques-uns qui m'ont acheté des livres, vous pouvez persévérer, hein, parce que ça représente beaucoup de travail, beaucoup de veille, beaucoup de fatigue, voilà. Et si je vous dis quelques petites choses ce soir, c'est parce que je travaille, en fait, ça n'a pas l'air, mais je travaille beaucoup. Alors je peux dire aussi des bêtises, hein, je ne dis pas que des vérités, je n'ai pas la science infuse. Pour l'instant non. Mais je travaille beaucoup. Bien, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, pour ce qui concerne la télé, ça me rappelle un très bon slogan là, des années 68 concernant la télé. Fermez la télé, ouvrez les yeux. Oui, bah, c'est pas plus bête qu'autre chose. Faites jouer le bon sens. Il faudrait que qu'on revienne à la raison et au bon sens. Dernièrement, éteignez votre télévision et ouvrez la fenêtre. Hein. Excusez-moi, on a vu de nombreuses prises de position américaines qui visaient à mettre à mal aussi l'économie européenne et française en particulier au niveau bancaire. Alors je réponds tout de suite à ce stade, vous allez poursuivre votre question ensuite. Il n'y a pas que la Chine qui soit un concurrent pour les États-Unis. Les États-Unis, mais pas spécialement l'Europe, qui est la première puissance, potentiellement la première puissance économique du monde. On veut bien se servir dans une voiture, un frein, un accélérateur. Hein. On peut instrumenter l'Europe quand il est besoin pour faire sa sale tâche en Afrique ou partout ailleurs, en Libye, que sais-je, en Syrie. Mais l'Europe, n'oubliez jamais ça, est un concurrent des États-Unis. Même si on est en train de faire ce grand marché unique transatlantique, l'Europe doit être gardée en état de suggestion. Hein, doit être tenu en lisière. Vous savez, la lisière, c'était autrefois les petits bébés, ils marchaient, ils avaient une petite laisse, ça s'appelait une lisière. On tenait les bébés en lisière. Ben, c'est le statut de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, la lisière. Et y a-t-il un moyen d'éviter donc l'asservissement plus ou moins de l'Europe Faites la révolution. Bazardez les pseudo-élites qui n'ont rien d'élite, qui sont même pas plus capables de parler français. Vous voyez, là, écoutez, M. Sarkozy, il parlait le langage des banlieues. M. Hollande fait une faute de syntaxe à chaque phrase. Il a un vocabulaire d'une pauvreté consternante. Bazardez ces pseudo-élites, là aussi, qui tiennent les médias, qui tiennent les finances. Reprenons des des gens du cru, des gens de chez nous, aussi bien d'ailleurs peut-être issus de l'immigration, dès lors qu'ils ont épousé profondément, qu'ils sont en communion profonde avec ce pays. Il y en a très certainement, hein, on ne voit pas pourquoi il n'y en aurait pas d'ailleurs. Mon éditeur, par exemple, qui est arménien d'origine et qui aime passionnément ce pays, bien qu'il en soit également profondément déçu. Donc, non, je crois que... Alors, je vais vous dire, votez Madame Le Pen, par exemple, mais c'est pas Madame Le Pen qui va faire la révolution, elle n'en est pas capable. Mais au bout de 6 mois, elle va avoir échoué complètement, et là, on aura peut-être une chance de remettre les choses sur leurs jambes, je ne sais pas. Pensez à cela. Hein, mais dans la classe politique, aujourd'hui, de l'extrême gauche à la droite dite nationale, je pense qu'il n'y a plus rien à attendre d'eux. Ils ont fait leurs preuves au cours des 30 dernières années. Désolé si j'en froisse ici, l'un ou l'autre. Vous me demandez mon sentiment et je vous livre brut de décoffrage. Et vous avez raison. Mais je vais aller un peu dans le sens... j'ai pas vraiment de questions, vous vous en doutez, puisque je suis d'accord avec tout ce que vous nous avez dit. C'est aimable. Non mais pardonnez-moi, parce que je peux, comme je vais à l'emporte-pièce, je peux à l'occasion froisser l'un ou prendre... Ce n'est évidemment pas mon intention. Hein. Bon, je suis un froissable en ce qui me concerne. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. D'abord, et ce qui a été dit tout à l'heure aussi là-bas, je crois que cette guerre est avant tout une guerre contre l'Europe. Le schéma est assez simple, en fait. Ce qui inquiète le plus la thalassocratie anglo-américaine, anglo-saxonne,
ce serait l'émergence d'une alliance continentale, une tellurocratie, comme dit notre ami Alexandre Douguin, le pape de l'eurasisme, et qui ferait de cet ensemble la première puissance mondiale, et qui ferait couler directement les États-Unis. Comme ça a été dit, les États-Unis... On ne serait pas obligatoirement concurrents, mais les Américains, ou en tout cas les oligarchies ou les cryptarchies qui dirigent l'Amérique, ne veulent pas d'une prise de pouvoir de l'Europe, parce que l'Europe a un vilain passé, l'Europe est faite de nations qu'on n'a pas encore totalement réussi à détruire. Il y a des peuples qui ont conscience d'eux-mêmes, alors que l'Amérique est une sorte de vaste conglomérat. N'oubliez pas ce que j'ai dit, et je le répète, ce sont les idées qui dirigent le monde, et non pas le pétrole, le gaz, même si tout cela joue un rôle très important. D'ailleurs, derrière le gaz et le pétrole, pensez une chose, il y a une seule chose, ce sont les pétrodollars. Les Américains ne se battent pas pour le pétrole en soi, ou pour le gaz en soi, mais parce que la monnaie américaine est appuyée, est adossée sur les pétrodollars. S'ils ne contrôlent plus les hydrocarbures fossiles, les énergies fossiles, le dollar s'effondre forcément. Voilà. Alors je voulais en parler justement, parce que M. Poutine est à l'évidence un criminel. Il est en train d'entraîner les BRICS dans une fronde où il va se séparer du FMI, c'est déjà fait, créer son propre système monétaire, sa propre banque, okay, et donc ils se passeront du FMI. Et ça, pour les Américains, c'est le crime de l'Est Wall Street, hein, les banksters, les quelques 300 banksters qui dirigent le monde à partir de Wall Street. Bien évidemment, quand il y a 300 personnes qui dirigent le monde à partir de Wall Street, il s'en est fini de toute velléité de démocratie et d'intérêt des peuples. Hein, les intérêts des peuples ne peuvent pas être défendus dans ces circonstances-là. Et donc, ça c'est l'objectif. Alors, il faut bien comprendre, ce qui a été dit là est très important. Parce que, quand nous avons fait l'euro en 2002, il y a 3 chefs d'État qui ont voulu vendre leur pétrole en euros. Hugo Chavez, Venezuela. Il est mort. Cancer. Voilà. Alors, il a d'abord fait l'objet d'un putsch, et ensuite il est mort bizarrement, opportunément, dirais-je. Deuxièmement, Saddam Hussein. On sait ce qui... Oui, pardon. On sait ce qui est arrivé à Saddam Hussein, tout le monde le sait. Hein, fini au bout d'une corde. Le président iranien, maintenant on voit bien qu'il est quasiment remplacé. Non mais ils sont revenus en arrière. Ouais. À un moment donné, ils ont essayé d'utiliser l'euro, mais maintenant c'est fini. Enfin, vous avez une carte bancaire à Téhéran ou dans toute l'Iran, ça sert à rien. Hein. Ouais. L'embargo financier est extrêmement hermétique, il fait très mal. Ouais. Et donc ces velléités ont entraîné une réaction américaine. Alors que s'est-il passé en 2003 au moment de l'intervention américaine en Irak? Le prix du baril, qui était aux alentours de 20 $, est monté à 70, 90, 100, 130, 150, il s'est stabilisé à 100. Quand le prix du baril, alors il faut comprendre ça, c'est très important, parce que le dollar américain bénéficie d'un privilège exorbitant, puisqu'il a, depuis les accords de Bretton Woods, 22 juillet 1944, il sert de référence pour tous les échanges à travers le monde, au motif que depuis la crise de 29, on ne pouvait plus échanger de l'or contre... Voilà. Donc, et les Américains étaient déjà vainqueurs, ils ont imposé cette règle qui consistait à dire ce sera le dollar qui servira de référence, mais convertible. Or, en 71, M. Nixon, unilatéralement, sans demander l'avis de personne, annule la convertibilité du dollar. Ça, c'est vraiment une escroquerie de joueurs de poker. Je rappelle que le peuple américain est un peuple de joueurs de poker. Rien à voir avec les Russes qui sont des joueurs d'échecs. On ne peut pas tricher aux essais. Convertibilité, c'est-à-dire la parité or. Voilà, 32 $, l'once. Voilà, parité, le convertible, voilà. Et donc, du fait que tout le pétrole qui se vendait dans le monde était vendu en dollars, le nouvel étalon est devenu non pas l'or, mais l'or noir. Quand le prix du baril passe de 20 à 100, il est multiplié par 5. Quand il est multiplié par 5, c'est une dévaluation pour le dollar, puisqu'il faut 5 fois plus de dollars pour acheter le même baril. On est bien d'accord? Alors, en quoi cela? Quelles sont les conséquences? Bon, la première conséquence, apparemment, bon, peut-être c'est bien pour les exportations américaines, certainement, mais c'est pas le plus important. D'abord, il va y avoir une conséquence en termes de pouvoir d'achat pour les Américains. Mais ça ne pose aucun problème, puisqu'il suffit de faire tourner la planche à billets pour augmenter les salaires. Vous regarderez la courbe des salaires aux États-Unis et la courbe du pétrole, vous verrez, elle n'est pas parfaitement similaire, mais elle est croissante. Ça n'a pas empêché les États-Unis de passer de 50 millions à 100 millions de pauvres. Cher colonel, avez-vous une question?
Oui, non. Non, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui voudraient Je poser vais des terminer. questions, même si votre exposé est tout à fait passionnant. Je vais terminer. C'est très intéressant, évidemment. Quand on fait marcher la planche à billets, on augmente la masse monétaire, d'accord? Mais en fonction d'une demande. Puisque vous, quand vous allez à la pompe, vous avez besoin de 5 fois plus de dollars, sans le savoir. Parce que personne n'a autorisé cette mutation alchimique, transforme du pétrole en papier et du papier en pétrole. Donc, vous avez besoin de 5 fois plus de dollars pour acheter le même baril. Donc, l'offre est égale à la demande. Mais dans le même temps, la dette américaine, qui était, il n'y a pas si longtemps encore, de 17... Il faut l'écrire, hein, faut l'écrire. 17 500 milliards de dollars. Alors on nous emmerde avec la dette de la Grèce, hein, mais il faudrait peut-être regarder la dette américaine. Donc la dette américaine qui était de 17 500 milliards de dollars, quand le dollar est divisé par 5, la dette américaine est divisée par 5. Ah ouais. C'est pour ça qu'on a une crise. Oui, nous sommes une grande association. Pour le même prix, vous avez 2 conférenciers. C'est pour ça que la déflation est si dangereuse. Parce que ça veut dire que la dette augmente. Avec l'inflation, elle diminue. Avec la déflation, elle augmente. Tout le monde a peur de la déflation. Et là, l'État islamiste vendait du pétrole à 12 $ le baril. Faut pas que Oui, au moment de février 91 de la guerre, le baril de pétrole était à 4 $. Je vous laisse voir le différentiel d'aujourd'hui. Les guerres sont utiles. Mais il ne faut pas que ça monte de trop non plus. Mais aux alentours de 80, 120, là c'est bon. Alors, faut être un peu détendu, hein, même avec les choses sérieuses. Y a-t-il une question? oui, ici. Alors, c'est pas une question très claire, parce que moi-même, justement, je demande des réponses. Mais par contre, donc déjà, je me présente. Samuel de Égalité et Réconciliation en Languedoc. Bienvenue, Samuel. Eh bien, bienvenue à vous et merci pour la conférence vraiment très enrichissante. Et moi, ma question, ça portait sur, on va dire, la guerre des idées dont vous avez parlé. Parce que moi, je vous rejoins totalement. Je pense qu'effectivement, c'est une guerre qui est au-delà même de l'économie, etc. C'est une guerre des idées. Et donc, moi, je me demandais quel est votre avis sur la ligne Douguine, qui, d'une certaine manière, même si ça incarne un peu le christianisme, on va dire, orthodoxe russe, rejoint la ligne égalité-réconciliation sur la vision des idées et de la guerre des idées, et aussi, et c'est là où je vous demande aussi votre avis, sur par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Tchèque Imran Hossein, qui est pas mal relayé sur OR. Ah ben voilà. Donc qui serait la vision eschatologique islamique compatible avec notre monde à nous. Il a tout compris. Lorsque je lui ai parlé à propos de mon livre, en lui disant le wahhabisme est une rupture épistémologique dans l'islam, parce qu'il ne faut pas croire, tout le monde croit que l'islam c'est un bloc. C'est pas vrai. C'est l'entrée de mon livre, je dis il n'y a pas un islam, il y en a 100. Et il y a un islam qui aujourd'hui est en guerre contre tous les autres islams, c'est le wahhabisme. Et je dis à l'intérieur de l'islam, islam populaire, islam conventionnel, islam classique, islam traditionnel, il y a un islam qui arrive et qui détruit tout. Qui est en fait un instrument de destruction. On aime ou on n'aime pas l'islam, la question n'est pas là. Mais l'islam fait partie de la grande charpente théologique, métaphysique, où à notre côté on va trouver l'orthodoxie, on va trouver le luthérianisme, la catholicité, et puis il y a aussi cet islam qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la question n'est pas là. Et puis il y a le wahhabisme qui est autre chose, c'est un ovni, hein, c'est le martien, qui vient et qui constitue une rupture épistémologique. Vous comprenez intuitivement ce que signifie rupture épistémologique, c'est qu'on est dans une autre dimension. C'est ce qu'en langage ordinaire, ou malgré tout savant, on appelle une hérésie schismatique. Et une hérésie schismatique, un schisme hérétique. Donc c'est la coupure ou la rupture épistémologique. Et je fais dans ce livre, d'ailleurs, je rapproche ça avec, je dis qu'au fond c'est la version islamique du monothéisme du marché. Tout le monde comprend intuitivement ce que peut être cette nouvelle religion, ce monothéisme du marché, cette espèce d'idole monstrueuse qui envahit tout, qui
je ne vais pas dire qu'il ravage tout, mais enfin bon, qui fait que les peuples éclatent, les hommes s'atomisent, deviennent des atomes. Il y avait une vieille formule que vous trouvez si vous avez jamais tiré les tarots de votre vie, dans les arcanes majeures. L'arcane du diable, c'est solve et coagula. Dissoudre et coaguler, c'est-à-dire émassifier. Dissoudre. Donc l'atomisation, et il y a quand même la compatibilité entre l'hypercapitalisme ou l'anarcho-capitalisme de l'école de Milton Friedman, l'école de Chicago, et le wahhabisme est impressionnante. Si vous regardez les photographies de la Mecque, aujourd'hui, tous les monuments qui existaient du temps du prophète ont quasiment tous été détruits, à part les monuments de culte. Et vous avez une immense tour, prodigieuse tour, qui ressemble à la tour de Big Ben, par hasard. Donc moi je me suis interrogé sur la compatibilité des systèmes, puisque depuis la rencontre entre Roosevelt et Ibn Saoud en 1945, il y a une convergence très nette entre... il y a un soutien de l'Occident anglo-américain qui avait été initié, puisque si Ibn Saoud prend le pouvoir en 1900, enfin crée son royaume qui porte son nom, d'ailleurs c'est le seul État au monde qui porte le nom de son créateur, l'Arabie saoudite, en 1932, c'est parce que les Anglais ont armé, financé, soutenu tout ce que l'on veut. Et à l'époque, là j'en termine là-dessus, mais vous trouverez ça dans ce livre, il s'appuie pour prendre le pouvoir sur les Ikhwan, la fraternité, la grande fraternité collectiviste, communiste et combattante. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle Jabhat al-Nusra, qu'on appelle le califat islamique, qu'on appelle Al-Qaïda, c'est ça, la grande fraternité combattante. Et quand il a pris le pouvoir, à un moment donné, quand même, l'Ikhwan devient menaçante pour son propre pouvoir. Et donc l'Ikhwan créé en 1912, il l'a détruit en 1929. C'est aujourd'hui, ce à quoi les djihadistes sont des gens extrêmement utiles, hein, comme le cochon pour déterrer la truffe, mais quand le cochon a trouvé la truffe, on lui donne un grand coup de pied au derrière, en tout cas dans l'arrière-train, pour l'écarter du butin. C'est un peu ça. Alors je résume de façon un peu cavalière, un peu légère, des sujets qui sont quand même d'une gravité extrême. Et la convergence entre l'hypercapitalisme protestant et le wahhabisme est très nette dès lors que l'on cherche un peu. C'est ce qu'a compris, pour répondre à ta question, c'est ce qu'a parfaitement compris, j'en étais vraiment étonné, le cher Imran Hossein, qui est malaisien, mais également un certain nombre d'Américains que j'ai pu rencontrer aussi, qui étaient pour l'un un ancien officier de la Navy, j'en ai parlé tout à l'heure, Wayne Madsen, et qui était aussi un ancien de la NSA. J'ai rencontré un ancien officier des marines. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui se sont dotés d'une grande culture et d'une grande réflexion, puisque c'est pas la guerre des mots seulement, c'est pas seulement une guerre des idées. C'est une fois qu'on a détruit les cerveaux, une fois qu'on a conquis les âmes, à ce moment-là, les canons peuvent tonner pour terminer le travail. Mais la guerre, lorsque nous avons vraiment la guerre, c'est parce que la guerre des esprits, la guerre psychologique a déjà été perdue. Si je peux juste rajouter donc juste pour finir ce que vous voulez dire, si je me permets, c'est par rapport à l'état de la France, par rapport à cette compréhension des idées, où on en est, où est-ce qu'on se positionne. La France est déliquescente. Elle est malheureusement... elle est quasiment subclaquante, bien qu'il reste des esprits libres. Les esprits libres, c'est pas ceux qui réfléchissent forcément le plus, c'est ceux qui sont parfois des analphabètes, hein, sont des gens simples, sont des gens qui travaillent, des artisans, des ouvriers, tout ce que l'on veut, ou des gens ordinaires, mais qui ne sont pas laissés posséder par l'empire des idées. C'est mon cas. Ah, on est bien d'accord. C'est donc cultiver le bon sens et la raison. Retrouvons la logique héritée de la Grèce ancienne, la logique. Ce que j'appelle la raison critique. Cultivons la raison critique. Oui, on va très au-delà, nous sommes très au-delà de l'Ukraine, de la Russie, mais je pense qu'il faut descendre, encore une fois, toujours essayer de descendre sous la surface des choses et voir quelles sont les véritables causes premières, les racines du mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comme le définit Schwarzer. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est en train de j'ai des problèmes de voix. Non, je vous entends très bien, je vous entends très bien. Donc je vous remercie.
sans ça, pardonnez-moi. Monsieur, je voudrais d'abord vous remercier à cause de la somme d'informations que vous avez donnée et qui est vraiment très très large et qu'on entend absolument en parlant de choses dont on n'entend jamais parler. Je ne sais pas combien il y a de personnes ici qui ont pu voir les résultats des bombardements qui ont été infligés à la zone est de l'Ukraine, notamment dans le Donbass, parce que tous les jours, pendant des semaines, eh bien, à la télé, en regardant Planeta, des choses comme ça, on voyait les hôpitaux détruits, les écoles détruites, les maisons détruites, les gens vivant depuis des semaines dans leur cave, avec de l'huile et un bout de chiffon servant de lampe. Dans la partie est, on parle des rebelles. Ce sont les habitants naturels du lieu. Monsieur Milošević, le Serbe, est passé devant le tribunal pénal international pour avoir bombardé ses compatriotes. Et actuellement, le président de l'Ukraine, depuis des mois, bombarde ses compatriotes, des civils, des enfants et tout. Quant aux personnes qui, je sais que M. Poutine est très critiqué, on m'aurait dit un jour, je vais avoir 80 ans, je suis fille de Russes blancs émigrés, ma mère étant la seule survivante de sa famille, parce qu'elle avait 6 ans, complètement, des 2 familles détruites par le communisme. Alors quand j'entends comment on parle de M. Poutine, on m'aurait dit que je défendrais quelqu'un comme ça il y a seulement quelques années, j'aurais pensé, parce que j'ai une certaine éducation, que ces gens-là étaient fous. M. Poutine est né en Russie, il est russe, il a fait des études de droit, il a travaillé pour des services de renseignement. Est-ce à dire que toutes les personnes qui travaillent pour les services de renseignement de leur pays sont frappées éternellement de l'épithète d'espion? Il défend la Russie, il est orthodoxe, et depuis qu'il est là, il y a des dizaines de milliers d'églises qui ont surgi. Quant à ma propre famille, elle est russe depuis des siècles. Et elle vivait dans le Donbass. Ma tombe en Paris, les Français. Quand je vois comment on parle de ça, quand j'ai réalisé moi-même il y a seulement quelques mois, monsieur, vous l'avez dit, mais l'Ukraine, telle qu'on la conçoit maintenant, elle n'a existé que pendant le régime soviétique. Les provinces de l'Ouest, elles relevaient l'Empire austro-hongrois, et après la défaite de l'Empire à la guerre de 14, on les a donnés, les communistes, etc. Pendant la guerre, la partie Est a en partie collaboré avec les Allemands. Il y a eu des pogroms terribles. Je ne suis pas juif, je suis orthodoxe. Mais il y a eu les parties, la répression la plus terrible a été dans ces régions-là contre les juifs. Alors vous comprenez, ça me gêne, ça nous fait souffrir. Même les gens comme moi, issus de l'immigration, à la 2e génération, avec la 4e génération qui est française, mais orthodoxe, et quand je vois comment on traite la Russie, ça me fait souffrir. Je dis que ce n'est pas juste. Il faut écouter Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy vous explique très bien. Vous rentrez le soir. Bernard-Henri Lévy, Est-ce qu'il y a une réponse?
Non, pardon. Tout à fait ça. Témoignage. C'était un témoignage. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Oui, bonsoir, merci pour votre très complète présentation. Je voulais savoir aussi comment vous analysez la rencontre qu'a eu Poutine avec Philippe de Villiers sur ce retour à la tradition russe en s'inspirant du phénomène du Puy du Fou. Et on n'a pas, il me semble, l'impression que Poutine va au-delà des structures qui existent officielles des pays, notamment France, pourquoi pas, pour s'adresser directement au peuple qui est peut-être un peu différent. Et avez-vous une approche aussi sur l'analyse qu'il ferait sur le mouvement La Manif pour tous, vu de son point de vue de président de Russie? Écoutez, je l'ai évoqué tout à l'heure, la Russie souveraine, donc verrou de souveraineté qu'il faut faire sauter, comme on a fait sauter la Fédération yougoslave, comme on a fait sauter cet autre verrou de souveraineté qui s'appelait l'Irak, qui était un pays tenu par un homme fort, appelons ça un dictateur si on veut, c'était un homme fort, enfin qui était un pays en équilibre, où les communautés chrétiennes étaient prospères. Je m'intéresse, pardonnez-moi, étant chrétien moi-même, je m'intéresse aux communautés chrétiennes. Où on entrait, on sortait, où les petites filles allaient à l'école, tout le monde était scolarisé, et bien, hein, les femmes étaient libres, sauf celles qui appartenaient à des familles religieuses ou à des tribus religieuses, notamment chiites. Mais les femmes se promenaient, pouvaient même se promener la nuit, la sécurité était assurée, il n'y avait même pas de flics. Voilà. Donc Poutine n'est pas d'accord avec le nouvel ordre mondial LGBT. Bah oui, appelons-le comme ça. Alors certains me disent oui, mais c'est marginal, ça n'a rien à voir avec les relations internationales. Pas du tout. Si on regarde ce qui s'est passé à Sochi, les Jeux Olympiques ont été boycottés, notamment par M. Obama, puisque Monsieur Poutine avait émis des réserves sur non pas sur l'équivalent de la théorie du genre, si l'on veut. Donc on voit bien que le nouvel ordre mondial dont il était question, ce monothéisme du marché, qui est une nouvelle idolâtrie, comporte aussi, j'ai parlé de l'atomisation des hommes, mais de la dissolution des familles et de la confusion des genres, sans jeu de mots, la confusion des genres. Tout est confus, il n'y a plus ni peuple, ni race, ni culture, j'ai bien dit ni race, hein, tout le monde est confondu dans une sorte de magma égalitariste, finalement relativement terrifiant. Donc M. Poutine, ça fait partie de ces éléments de sa ligne de défense culturelle. J'ai évoqué la fameuse loi contre la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Donc vous voyez, c'est pas une loi très méchante, c'est uniquement auprès des mineurs et contre la pédophilie. Et je regarde quand même la télévision, je me tiens au courant de ce qui se passe chez l'ennemi. C'est une hystérie, il faut condamner Poutine. Comme autrefois d'ailleurs, on condamnait M. Le Pen le dimanche soir chez Mme Sinclair. Il y avait un passage obligé, il fallait dire du mal de Le Pen. Bon. Là maintenant, il faut dire le passage obligé, c'est dire du mal de Poutine et du fait qu'il ne soit pas vraiment pour le mariage pour tous. La peine maximale, c'est que 15 jours de prison, hein, c'est quand même pas... Oui, 15 jours de prison. Donc ça veut dire aussi que dans nos sociétés, qui sont devenues d'une certaine façon totalitaire, il n'y a plus aucune liberté de penser, aucune liberté, aucun choix philosophique possible, on n'a plus le droit. Il y a une nouvelle normalité qui hier était d'ailleurs une pathologie. Alors, elle n'était pas forcément condamnée dans nos sociétés. Tout le monde avait le droit de vivre sa vie privée comme il l'entendait, mais sa vie publique différemment. Il y avait des valeurs qui étaient affichées, qui étaient des valeurs d'ailleurs de vie, des valeurs aussi de permanence et de continuité de la société. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et c'est vrai que c'est pas un élément neutre. Je termine en disant... pour être quand même un peu, je me hisse en haut du mois de vigie, je regarde l'horizon, je suis dans les embruns, dans la nuit, le gel, les frimas, j'ai du givre sur les ailes, et je regarde ce que dit par exemple Mme Clinton aux Africains, elle leur intime l'ordre de supprimer toutes les lois qui sont discriminatoires à l'égard des minorités sexuelles, elle leur intime l'ordre.
Ça veut dire qu'il y a un rouleau compresseur qui est en marche. Hein. Si demain matin vous n'êtes pas converti à cette religion LGBT, ça va mal se terminer, ça va mal se passer pour vous. Je pense que ça se dessine comme ça. D'ailleurs, l'Allemagne vient de faire passer une loi qui admet, reconnaît l'inceste entre frères et sœurs. Il y a déjà des organisations qui militent ouvertement en Belgique pour la reconnaissance de la pédophilie, donc ils sont ouvertement pédophiles. En Allemagne également, il y avait une loi, mais elle a été retirée. Il y avait des textes de loi qui permettaient la zoophilie. Bien sûr. Oui, non, mais je vous dis, je regarde ça parce que à l'origine, je suis anthropologue. Alors, tout ce qui est humain m'intéresse, mais en tout cas, tout ce qui est humain n'est pas forcément mien, ça m'est même parfois étranger. C'est une formule de Terence, hein, c'est un poète latin qui disait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Quand même, il y a des choses qui nous viennent franchement étrangères. Il y a des gens qui pratiquent des sexualités extrêmes. On a trouvé le chef du protocole du ministère de l'Intérieur, donc de la place Beauvau, quand M. Valls était ministre, le chef du protocole allait à Berlin, il se faisait filmer, alors c'était sur des sites payants pour adultes, dans des ébats de sexualité extrême, dans les égouts. Je vous laisse imaginer ce qui se passait, ce qu'il pouvait faire. Alors quand même, on a dû l'évacuer discrètement, mais c'est pas le premier. Il y avait aussi un flic modèle qui se prostituait au bois de Boulogne, toujours place Beauvau. On vit une époque formidable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vit une époque formidable. Mais à côté de ça, pardonnez-moi de tout ramener à moi-même, j'ai du mal à me faire éditer, beaucoup de mal, heureusement que j'ai un arménien, et encore plus de mal à faire connaître mes livres et à les vendre, parce que c'est pas bien d'écrire ce que j'écris. Quand je suis arrivé... Oui, mais je vais vous dire... Quand je suis arrivé... Non, c'est à moi. Non, la limite, oui, on peut tout dire. Non, mais oui, non, on peut le dire. Non, il y a des raisons théologiques et eschatologiques que je ne peux pas vous développer ici. Voilà. Mais là, il faut entrer dans des domaines d'érudition qui sont évoqués un peu dans ce que sont les wahhabites, un petit peu. Lisez les wahhabites, vous aurez des éléments de réponse, à condition de lire un peu entre les lignes quand même. Bon, quand je suis venu, avec l'ordre du jour, Poutine en somme, face à l'OTAN, la Russie face à l'OTAN, j'avais des idées claires, peut-être simplistes même, et maintenant j'ai appris tout un tas de choses, j'ai été enrichi de tout un tas de données, de tout un tas de trucs dans tous les domaines, et je ne voudrais pas que mes idées claires de tout à l'heure vacillassent. Alors, j'aimerais savoir, les idées claires que j'avais, c'était en très gros ceci, parce que je ne veux pas être trop long, l'idée claire que j'avais, c'était ceci, que cet antagonisme de nos médias et de l'Occident contre la Russie de Poutine et contre les BRICS venait de ceci, qu'ils se voyaient comme la puissance impériale. Ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, c'était tout simple, c'était un nouveau siècle américain. Oui, non, mais c'est tout. Et mon idée, oui, j'ai pas tout à fait, excusez-moi, j'ai pas tout à fait. Bon, maintenant, il naît un monde multipolaire. Et je crois que c'est ça, finalement, qui explique la hargne contre Poutine, avec en plus, bien sûr, toutes les histoires de PD, de LGBT, de tout ce que vous voulez. Bon, il y a bien sûr les problèmes économiques, les problèmes de pétrole, les problèmes de ceci, les problèmes de ceci. Tout ça, on en est parfaitement convaincu. Mais comme vous l'avez dit vous-même, au-dessus de ça, il y a le problème de la pensée, c'est-à-dire le problème de l'idéologie. Et c'est sur ce petit problème de l'idéologie que j'aimerais entendre votre opinion. Je me dis que ce monde occidental, puisqu'il s'agit de l'Occident uniquement, hein, il s'agit des États-Unis et de l'Europe, bon, ce monde occidental qui cherche noise à Poutine et à tout un tas d'autres choses, le fait, alors là c'est uniquement sur le plan des idées, n'est-ce pas, le fait, d'après moi, parce qu'il se croit destiné à le faire, il se croit
élu, si j'ose cette expression, et se croit élu pour le faire. Voilà. Alors je voudrais savoir si vous êtes d'accord là-dessus, c'est-à-dire que le fin fond du fin fond, c'est-à-dire l'idée au-dessus du pétrole et tout ça, si l'idée de fond de cette croisade anti-russe n'est pas tout simplement l'ambition d'une élection divine sur le monde. Alors, vous avez parfaitement raison sur tous les plans, mais vous savez, dans un millefeuille, on descend couche par couche, hein, aussi quand on fait de la géologie, il y a des strates. Vous avez raison sur la géopolitique, l'affrontement des puissances, la querelle, la rivalité des puissances pour l'hégémonie planétaire, alors que les Américains, je l'ai dit dans mon intervention, voulait un monde unipolaire, et en fait c'est un monde multipolaire qui se dessine et qui lui fait place, mais qui aujourd'hui, ce monde multipolaire, redessine malgré tout deux blocs. Sur ce que vous appelez, ça porte un nom, la mission, la destinée manifeste des États-Unis, qui se prend pour la Nouvelle Jérusalem. Alors là, on tombe effectivement dans la dimension idéologique, théologique, eschatologique. C'est-à-dire les eschatologistes sont les fins dernières, qui sont réelles. Mais là où où je ne veux pas compliquer vos idées, et c'est vrai que j'ai essayé de vous attirer un peu vers moi et vers une vision moins simple, non pas moins simple, mais plus profonde des choses, c'est que lorsque vous croyez que LGBT c'est anecdotique, je vous dis que non. Ça fait partie d'un système. C'est un élément d'un système. C'est une vision du monde. C'est ce que les Allemands appelleraient une Weltanschauung. Hein, c'est l'homme désidentifié, l'homme atomisé, doit tout confondre, le haut, le bas, la droite, la gauche. J'essaie de vous emmener, de vous attirer sous la surface des apparences. Le gaz, le pétrole, tout ça a une importance magistrale. La théorie de Mackinder aussi de contenir l'espace eurasiatique est fondamentale. Mais derrière tout ça, il y a d'autres enjeux. Et encore une fois, l'idée LGBT, c'est pas anecdotique. C'est comme ça qu'on détruit, qu'on amollit. Vous savez, il y avait à une époque, il y avait des attendrisseurs pour la viande, des aiguilles qui perçaient la viande était attendrie, et bien ces attendrisseurs de viande, on fait ça avec notre cervelle. Donc contre les idéovirus, nous devons aussi avoir une réaction d'ordre immunitaire. Comprendre que s'il y a des guerres aujourd'hui, c'est parce que parce qu'on regarde trop le foot, ou qu'on regarde trop le people se pavaner à la télé, je sais pas, qu'on prend trop de vacances, ou qu'on a trop de soucis, et également trop d'impôts. Question ? Oui, je voudrais revenir à une question plus terre à terre, peut-être plus simpliste. C'est on va dire une question de terrain, une question militaire. Je suis abonné à une revue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la revue RAID, et qui est une revue qui, je dirais, porte uniquement sur les questions militaires. Et il y a dans le dernier numéro un reportage assez long sur l'Ukraine, sur les combats en Ukraine, avec des photos parlantes. Et l'auteur rappelle qu'au mois de juin, les troupes ukrainiennes dominaient, ce que je vais mettre entre guillemets, les résistants, et qu'ils étaient sur le point de l'emporter. Lorsque les troupes russes sont intervenues, et plus particulièrement l'artillerie russe, et il y a dans cette revue des photos de colonnes de chars, de matériel ukrainien littéralement laminé par l'artillerie russe. Alors, cette revue nous dit que le cessez-le-feu est intervenu parce que les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien se rendait compte que la partie militaire était perdue. C'est ce que j'ai dit dans mon intervention. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu, et est-ce que ça c'est contenu dans les accords secrets ou non, est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu va amener à des référendums
à des questions d'autodétermination pour la partie russophone. Alors, je ne sais pas tout. Je sais qu'on a parlé à de multiples reprises pour répondre sur le plan technique. Je ne sais pas tout. Hein. J'ai d'ailleurs pas le temps de me tenir informé de tout. Tous les jours, je vois passer des bulletins émanant du Donbass, des bulletins militaires. J'ai pas le temps de les lire. De multiples reprises, on a parlé, Kiev a parlé de colonnes de chars russes qui avaient pénétré. Alors il y avait un reporter de France 24 qui nous montrait, alors oui, on a trouvé une trace de chenille grande comme ça. Personne ne voyait jamais ces colonnes de chars russes. Toujours est-il que, vous avez raison, je l'ai dit dans mon intervention, sur le terrain, l'Ukraine a été étrillée, a perdu beaucoup de monde. Alors, ce ne sont peut-être pas des combattants, des combattants russes, mais on sait qu'il y a des gens qui sont arrivés de Crimée, il y a eu des Cosaques, il y a eu toutes sortes de gens, même des Tchétchènes. Hein. Du côté, je ne suis hélas pas sur le terrain, l'information est très difficile à être faite. Je lis la voix de la Russie ou Russia Today, enfin, tout ce que vous voulez, mais pas tout le temps. Encore une fois, je vous l'ai dit, je suis un généraliste et pas un spécialiste. Mais c'est vrai que là, la situation militaire n'était plus tenable. Alors maintenant, pour répondre définitivement à votre question, quand on regarde ce qui se passe actuellement et les combats qui perdurent, on se dit que tout ça est d'une extrême fragilité et normalement ne devrait pas tenir. Normalement, en toute logique, intuitivement, je pense que ça ne tiendra pas. C'est-à-dire qu'on va repartir pour un tour. Sauf que là, il y a quand même le général hiver qui arrive, il y a la question des approvisionnements gaziers. Même si vous savez ce qu'ils ont trouvé comme astuce, on inverse les flux, c'est-à-dire qu'il y a du gaz qui arrive de Russie par d'autres voies en Europe et on renvoie le gaz en Ukraine. C'est comme ça qu'on fait tenir l'Ukraine actuellement, par flux inversé. Ah, pour ça, j'en sais rien. J'ai mis... Oui. Est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu, cette confrontation des forces va amener à des scrutins d'autodétermination dans la partie russe? Non, parce que je connais, si je me place au plan de mon expérience, je dis pas que l'OTAN veut la guerre, mais l'OTAN veut pas céder. Comme je vous l'ai dit, ils sont en train de nous concocter des trucs terribles avec la Moldavie, sur la Transnistrie, puis la Géorgie. La crise, on est bien parti pour que ça dure. Donc il n'y aura pas de référendum d'autodétermination, parce qu'on ne voit pas Poroshenko céder, ni Bruxelles. Comme je l'ai dit, c'est un Polonais fondamentalement atlantiste et viscéralement anti-russe qui est aujourd'hui à la tête de l'Union européenne. Regardez aussi qui a été, ou à la tête de l'OTAN, qui ont, voilà, les deux nominations qui viennent d'être faites. On voit bien d'ailleurs que l'Europe n'a aucune autonomie par rapport aux décisions qui sont des choix qui sont opérés à Washington. Donc ma réponse, si vous voulez ma réponse, moi je suis pessimiste, il n'y aura pas, justement, on ne s'acheminera pas vers une solution, ou alors miracle, et dans ce cas-là, j'accepte bien volontiers d'avoir tort, et de m'être trompé. Oui, au gaz. Bonjour, j'avais donc une question. Oui. Je fais aussi partie d'Égalité et Réconciliation Héros. Je voulais savoir si vous aviez déjà vu dans vos lectures le terme suivant, bon, j'imagine que oui, guerre non conventionnelle. Ah oui, c'est classique. Maintenant on parle de guerre non linéaire, autrefois on parlait de guerre indirecte, de guerre subversive. Oui, on parle de guerre non linéaire. Alors on est entré dans d'autres cas de figure de la guerre. D'ailleurs ça m'aurait amusé, pendant que je me promenais là-bas du côté du Caucase, j'avais envie d'écrire un petit livre sur les nouvelles formes de la guerre. Hein, les Chinois ont théorisé ça avec la guerre à outrance. C'est vrai qu'on est dans des formes, nous sommes entrés dans des formes de guerre qui sont tout à fait inédites, qui sont des guerres de position. Pensez à ce terme qui va vous éclairer, à celui de diplomatie armée. Hein, c'est les moyens. Les Américains parlent de soft power et de hard power, etc. C'est la diplomatie armée. Avec des jeux quand même parfois extrêmement subtils. D'ailleurs, c'est intellectuellement assez intéressant de voir, d'un côté, on l'a dit tout à l'heure, des joueurs d'échecs, de l'autre côté, des joueurs de poker menteurs, des gens qui bluffent à outrance. Je voulais parler de ça, mais de ce terme-là,
Parce que j'ai l'impression qu'en fait, les États-Unis sont en guerre conventionnelle et non conventionnelle, enfin les États-Unis. Les gens qui sont à la tête de l'armée états-unienne, hein, j'entends, bien sûr, on va dire Wall Street. Alors, écoutez, également, il y a tellement de dimensions cachées, de tractations secrètes à tel ou tel niveau, là aussi, je dis, c'est les Italiens appelaient autrefois un imbroglio, un sac de nœuds absolument infernal. Alors oui, il y a une guerre non conventionnelle, il y a d'autres formes de guerre, de guerre indirecte qui se déploient d'ailleurs dans le cas de... Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un continuum des guerres. La guerre en Ukraine, c'est la continuité de la guerre en Syrie, contre la Russie en Syrie. La Syrie est un des aspects de la guerre en Ukraine. Tout à fait. Mais de même, ce qui se passera sur les marchés asiatiques. Maintenant, c'est une guerre multidimensionnelle. C'est sur terre, sur mer, sous mer, dans les airs, dans l'espace, dans le cyberespace et dans les bourses. Parce que, donc j'ai l'impression qu'en fait les États-Unis, pour garder ce monopole de la puissance, sont en guerre à la fois contre tout le monde, mais également contre leur propre peuple. Absolument. Qu'est-ce que vous croyez que fait aujourd'hui le gouvernement français? Il est en guerre contre les Français, enfin. Vous rassemblez la dernière manifestation, c'est 500 000 personnes. Avant, il y avait 1,5 million de personnes contre le mariage pour tous. Le gouvernement s'en balague, il s'en contrefiche de ce que l'on veut ou ce qu'on ne veut pas. La guerre, j'ai développé dans plusieurs articles qui n'ont pas été publiés sous mon nom. Il y a une guerre intérieure, une guerre extérieure. La guerre intérieure, c'est cette fameuse guerre aussi contre l'esprit. Il s'agit d'affaiblir. Une fois que vous avez tout accepté, vous avez accepté que le haut soit le bas, que la droite soit la gauche, que le lait et le mal soit le bien et le beau. Vous êtes prêt à accepter toutes les guerres, toutes les aventures. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé que vous nous fassiez un petit listing de toutes les formes de guerre non conventionnelle, d'attaques non conventionnelles que vous connaissez. Alors, je viens de le faire en vous disant ça se développe, ça se déploie dans tous les espaces, sur terre, sous terre à la limite, sur mer, sous mer. Oui, mais sous mer, ça reste quand même une guerre armée. Quand je parle de non conventionnel, ça peut être par exemple la théorie du genre. Toutes les guerres de l'esprit, vous ouvrez votre télévision, vous allez avoir une idée de la guerre qu'on nous fait, qu'on nous livre. Ouvrez votre télévision. Donc on ne peut pas faire une liste exhaustive de... Pas à la minute même, ça serait peut-être un peu lassant. Mais je peux y penser. Hein, si vous me trouvez un bon éditeur, on peut y songer. Oui. Et puis des fonds aussi. Des questions brèves. Alors, est-ce qu'on peut dire que les conflits qu'on voit aujourd'hui, donc cette espèce d'énorme ligne de front entre l'Occident et le reste du monde, est la continuation des transformations philosophiques, religieuses et des mutations qui sont apparues en 1789 et qui ont mis fin à l'Ancien Régime? Écoutez, je suis obligé d'être d'accord avec vous. Là aussi, j'ai parlé de la vie propre des idées. Jusqu'à ce qu'une idée meure, elle poursuit son chemin. L'idée rousseauiste, pardonnez-moi pour ceux qui aiment Rousseau, j'ai relu Rousseau récemment, c'est vrai que c'est un génie, mais c'est un génie de la malpensance. Il pense faux, cet homme. Il est extraordinaire, c'est vraiment une grosse cervelle, Rousseau. Mais l'idée que tous les hommes soient égaux, c'est un homme qui vous dit, celui qui a inventé, qui a mis un mur autour de sa propriété, c'est celui qui a inventé la guerre. Rousseau n'avait jamais vu un lapin de sa vie. Parce que tout le monde sait qu'autour d'un potager, c'est comme ça que l'empereur machin chouette a eu l'idée de la grande muraille de Chine. Il a vu qu'un paysan avait mis un petit muret autour pour préserver ses salades. Si vous avez des salades, vous mettez un muret. Vous laissez pas vos portes et vos fenêtres ouvertes. Donc Rousseau est un fou génial. Et les idées de Rousseau sont en train de continuer leur ravage, même chez Soral. D'autres questions? N'allez pas le lui dire, il m'en voudrait. Bon, des questions brèves, parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à partir. Oui. Normal, il est tard. Oui, alors je voulais vous dire que dans le système actuel, il est très difficile de s'exprimer. On vous regarde comme un martien, et je dis même pas à la limite, des gens vous quittent, vous tournent le dos, parce qu'ils veulent même pas entendre ce que vous dites quand c'est la vérité.
Ben, j'ai été invité une fois à l'émission du vendredi soir là, avec Tadei. On m'avait dit de venir à 10h, puis à 10h30, puis à 11h moins le quart, puis à 11h15. Finalement, je suis passé à 11h30. Et moi, poliment, j'ai attendu qu'on me redonne la parole. J'ai parlé 1 minute et demie. J'avais fait 300 km aller, 300 km retour pour parler 1 minute et demie. Bon, on m'a jamais réinvité, évidemment. Excusez-moi, il y a peut-être beaucoup de monde qui m'en veut, mais je suis très bavard ce soir, parce que je suis content de, vous êtes là pour vous ça, avoir. Alors, voilà, donc j'avais juste une petite remarque par rapport à tout ce qui s'est dit, des Russes masqués qui se baladent dans le Donbass pour faire la guerre contre les pauvres Ukrainiens. Je voulais dire que le matériel militaire ukrainien, c'est du matériel russe, bien sûr, et qu'il est très difficile de mettre des étiquettes dessus. Alors après, on va dire, voilà, c'est du matériel russe, mais en fait, c'est tout simplement du matériel russe qui a été vendu à l'Ukraine, que ça soit aux séparatistes ou que ça soit aux Ukrainiens de Kiev, puisque les séparatistes aussi faisaient partie de l'Ukraine et en avaient... Même les missiles Buk. Même les missiles Buk, tout à fait. Tout n'existe pas, hein. Non, mais vous savez, c'est le fameux missile qui aurait soi-disant dézingué le vol de la Malaisiane, mais l'équipe d'experts est incapable de dire ce qui... Il a été descendu au canon de 30. On en vient à ma question. Qu'en est-il, à la lumière de vos recherches, de ce fameux avion de la Malaysian Airlines qui me semble avoir été abattu par l'Ukraine comme moi j'ai vu quand même des preuves accablantes sur les informations russes montrant des images radar d'un avion ukrainien qui était juste derrière, qui n'ont pas été publiées sur la télévision française, mais comme vous avez des informations émanant de diverses sources, quelle est votre opinion? Mon opinion, elle est très simple. Monsieur le ministre, oui, on termine là, c'est la dernière question. Le ministre des Affaires étrangères russe a bien dit, mais si les Américains ont des preuves, qu'ils les montrent. Ils n'ont jamais montré. Alors ils se couvrent toujours en disant, oui, mais on va révéler nos sources, nos techniques, etc. Bon, l'avion est tombé. Alors j'ai quand même des bouffées, des pulsions conspirationnistes par moment. Vous me pardonnerez. Hein, vous voyez, d'ailleurs, je suis pas quelqu'un de très rationnel en fait. Et j'aurais tendance à croire qu'effectivement, ils ont voulu descendre l'avion de Poutine, qui est passé, vous me direz, il est passé à un quart d'heure près. Il est passé à 20, 30, 40 km de là. C'est peu de choses, mais enfin, ils se sont dit, si on pouvait descendre Poutine, qui revenait du Brésil, hein, c'est ça. Il revenait du sommet des BRICS. Des BRICS. J'ai un simulateur de vol, j'ai fait le parcours. En fait, alors là-dessus, je suis formel. On en a parlé très longuement avec le professeur. Donc mon hypothèse n'est pas totalement idiote. Non seulement ça, mais d'abord, les Américains sont coutumiers du fait. Le président du Rwanda a été abattu par un missile dans son avion. Les Américains ont déstabilisé un certain nombre d'États en assassinant des présidents. On va parler de Salvador Allende, on pourrait parler. Donc ils voulaient assassiner Castro. Donc les Américains sont coutumiers du fait, déjà, pour commencer. Donc c'est pas extraordinaire. Deuxièmement, Poutine est l'ennemi du public numéro 1. Alors, il faut se ça aurait été un coup formidable. Voilà. Un coup au but. Ça s'appelle le coup du roi. Absolument. On chasse, les chasseurs appellent ça le coup du roi. Il est allé assister le 13 juillet à la finale de Coupe du Monde au Brésil. Il reste sur place les 15 et 16 juillet parce qu'il y a le sommet des BRICS. Le sommet des BRICS se termine le 16 en fin de journée et il prend l'avion aux alentours de 21h à peu près, ce qui lui laisse à peu près 12 heures pour être entré en Russie. Si vous prenez n'importe quel planisphère, vous faites Rio de Janeiro en ligne droite jusqu'à Moscou, vous survolez obligatoirement l'Ukraine. Donc mettez-vous à la place des Américains. Vous avez un ennemi qui est en train de vous couler le dollar en faisant sortir les BRICS du FMI. Il vous faut absolument l'éliminer et vous avez l'occasion, alors qu'il risque de passer sur un territoire en guerre. En mettant ça sur le dos de la résistance. Alors qu'il va passer sur un territoire en guerre, vous avez l'occasion de l'abattre, et en plus, plus il se rapproche de la Russie, plus l'entonnoir se referme, parce qu'il peut passer au nord ou au sud, mais plus il se rapproche de la Russie, plus il est obligé de se rapprocher de l'Ukraine. D'accord? Maintenant, là, ce qui s'est passé réellement, c'est que Poutine n'est pas passé au-dessus de l'Ukraine. Dans la théorie des Américains, il allait passer au-dessus de l'Ukraine, donc ils ont tendu une embuscade. Et là, les Russes, et j'ai vu les mêmes choses, des informations que vous. J'étais moi en Russie, pendant tout l'été.
Donc j'ai regardé toutes les chaînes. Alors, parce que j'étais... Bon, écoutez, cher ami, moi j'ai le droit d'être conspirationniste, pas vous. Non mais j'insiste. Les Américains avaient 2 satellites sur place. 3 satellites. 2 AWACS, un sur la Pologne, un sur la Roumanie. Et ils ont un système radar qui s'appelle Cupola, que vous avez forcément vu si vous regardez les informations russes, dont l'activité est passée du 15, 16 et 17, monté à un pic au 17 et redescendu au 18. De toute façon, c'est très compliqué d'utiliser ce type de missile. Absolument. Il faut un radar d'acquisition, 3 radars, un radar d'acquisition, un radar de poursuite et un radar de conduite de tir. Et en plus, une fois que les satellites savent quand les radars sont activés. Voilà. Bon. Et donc, je terminerai très rapidement. Or, les Russes ont développé une technologie de la furtivité avec le Sukhoi T-50, dont on ne peut pas imaginer que l'avion présidentiel ne soit pas équipé. Donc ils ne l'ont pas vu. Et quand ils ne l'ont pas vu, ils ont envoyé la chasse. Parce que l'avion, on a vu l'avion. Le rapporteur de l'OSCE, le porte-parole de l'OSCE a dit machine gun-like holes. Machine gun-like holes. Et on voit il y a des petits trous ronds dans le cockpit, concentrés sur le cockpit. Voilà, concentrés sur le cockpit, de la taille, on le voit d'ailleurs, des photos qui ont disparu, hein, de la taille d'un canon de 30. C'est le canon qui équipe les Sukhoi 25, les MiG-29 et les Su-27. On a pensé au départ à un Sukhoi 25, pourquoi? Parce qu'il y a un avion qui monte en altitude. Alors le Sukhoi 25 est un avion qui normalement ne peut pas se maintenir, désolé d'être un peu technique, à 33 000 pieds, c'est-à-dire à 10 000 mètres d'altitude. Donc il est monté très rapidement et il est descendu. Alors on ne sait pas ce que les Américains ont dit, alors on pense que ça peut être aussi un MiG-29 piloté par des Polonais. Parce que les Ukrainiens de l'Ouest n'ont pas les heures de vol pour réaliser un tir de ce genre. C'est extrêmement pointu, c'est une embuscade d'ancienne. Hein. Faut se représenter ça. Ah, c'est joli la formule, une embuscade d'ancienne, oui, c'est pas mal. Bon, voilà. D'accord, bon. Il y a l'Ukraine ici. Non mais hélas, on va recommencer. Écoutez, ça sera l'objet d'une prochaine conférence. Voilà, je vous remercie encore une fois d'être venus, aussi nombreux malgré le mauvais temps.